Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission, ce programme qui revient, je rappelle, chaque jour du lundi au vendredi, de 18h juste à 18h55 pour être précis. Et comme vous le savez, dans ces programmes, nous revenons sur l'essentiel de l'actualité qui domine en RDC, mais aussi sur les continents. Mais pour ce soir, on va, on va dire, réfléchir autour d'une thématique, d'une question. On revient sur le bilan socio-économique de Félix Tshisekedi à la tête du pays, avec un budget revu à la hausse. Certains experts estiment toujours qu'il n'y a pas d'impact sur la vie sociale entre hausse de prix, de denrées alimentaires, les dollars américains qui ne cessent de galoper, mais aussi alors la question c'est quel bilan pour Félix Tshisekedi avant la sortie du nouveau gouvernement. D'autres petites questions, c'est avec qui repartir pour un nouveau chapitre. Le choix de prochains membres du gouvernement sera-t-il, on va dire, technique ou politique? Voilà la question, les questions que nous allons poser à nos aux invités habitués de ces programmes ici direct. Vous avez donc le programme et la thématique de ce soir. Ici direct, c'est donc parti. Bilan socio-économique de Félix Tshisekedi avant la sortie d'un nouveau gouvernement, un chapelet des bonnes intentions de Félix Tshisekedi. On en parle ce soir avec les habitués de ce programme, Jérémy Banza, qui est un des communicateurs du Parti Nouvel Élan. Monsieur Jérémy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dan. C'est un plaisir d'être sur ce plateau, parler des questions d'actualité qui touchent essentiellement notre pays. Et aussi, je salue tous les téléspectateurs de ces grands magazines ici direct. Et aussi, je salue aussi mes co-débatteurs qui sûrement seront là. Sûrement. On l'espère en tout cas qu'ils seront là. Alors, vous êtes un communicateur du Parti Nouvel Élan, je rappelle, pour le téléspectateur. Quelqu'un m'a dit au couloir, c'est, on va dire, un jeune qui monte en puissance et qui défend bien son parti politique. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éloges. Mais aussi, sinon, c'est encore question qui nous touche et qui nous demande encore de nous engager. Donc, c'est un honneur, mais c'est aussi un engagement. Très bien. Une petite fausse ouverture, parce que c'est l'actualité. Vous n'avez pas été consulté, vous, par l'informateur? Non. Bon, écoutez, déjà que quand vous regardez dans la première phase, quand l'informateur, M. Kabouya, on a donné la mission de consulter pour identifier une coalition au sein de l'Assemblée nationale, nous étions consultés. Et donc, à ce stade où nous sommes, c'est vrai qu'il y a eu, après la publication définitive de la liste des députés nationaux, s'il devait encore certains, ces devoirs devaient continuer, et je crois que ces devoirs ne devaient que continuer auprès de certaines structures politiques qui y ont eu un remaniement, notamment ceux qui avaient autant de députés, dont certains ont été validés, d'autres invalidés. Donc c'est peut-être à ceux que le devoir était de les réconsulter, mais ou sinon à notre niveau, c'est que nous demeurons avec, au niveau national avec les trois députés effectivement nationaux. Et donc, je crois que la mission de M. Augustin Kabouya est déjà faite à notre égard à Nouvel-Élan. Est-ce que votre autorité morale n'a pas été, on va dire, quelque part sous-traitée par le régime? Vous voyez déjà qu'avec Nouvel Élan, nous nous inscrivons toujours. De l'Union sacrée. Nous ne sommes pas des lignes sacrées. Pour être des lignes sacrées, jusque-là, je crois que ceux qui sont des lignes sacrées, vous savez, il y a toute une procédure. Ils s'identifient en tant que tels, notamment par leur posture au niveau de l'Assemblée nationale, ou voire même le temps que
pour, notamment, quand nous parlons de l'Union sacrée, nous voyons c'est cette coalition qui a soutenu les présidents de la République. Il faut noter ici que Nouvel Élan était partie prenante aux élections de 2023 et dont mon président Adolphe Mouzito était candidat. Et il est revenu, ou il est sorti 4e, ce qu'il faut d'ailleurs féliciter au regard des enjeux, parce que nous n'étions qu'avec Nouvel Élan et notre plateforme Mbonda, que nous sommes allés aux élections, et c'était pour la première fois, il faut le noter, que Nouvel Élan s'est représenté en tant que tel aux élections après 5 ans de l'existence même de ces partis politiques. Donc à ce stade ici, nous, personnellement, nous avons appris de comment la politique fonctionne, vous voyez, et nous sommes sortis 4e au niveau de la présidence de la République. Et donc, ceux qui vont notamment s'allier à l'Union sacrée, voulais-je dire, ils s'identifient en tant que tels. Et vous les voyez. Donc, à ce stade ici, nous sommes à Nouvel Élan. Nous n'avons pas encore comment adhérer comme les intentions qu'on nous prête à l'Union sacrée. Si cela arrivait, ne vous en faites pas, vous serez la première chaîne à être formée. Très bien. Alors, toujours sur cette question de l'Union sacrée, je ne confirme pas, je le mets en conditionnel. Et il se pourrait qu'il y aurait une liste au niveau de la Chambre basse du Parlement qui circule et qui demande aux députés élus nouvellement pour être identifiés, paraît-il, semble-t-il. Alors qu'il y a eu un autre travail, il y a un travail qui est en train d'être fait par l'informateur, c'est justement pour identifier la nouvelle majorité parlementaire. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit à ces niveaux ? Bon, déjà que ici, sur ces plateaux, permettez que je les dise ainsi, je m'excuse, je crois qu'ici nous parlons de points d'actualité qui sont officiels. Donc le bruit qui se raconte au couloir, nous ne devons pas faire cas ici sur ces plateaux pour mettre encore les téléspectateurs dans une confusion qui ne dit pas son nom. Donc ici, moi j'aimerais qu'on reste dans ce qui est officiel. Donc à ce stade ici, s'il y aurait une liste qui circulait au sein de la chambre basse pour identifier telle ou telle autre majorité, je ne sais pas, une coalition. Mais je sais ce qui est officiel, c'est que le président de la République a nommé M. Augustin Kabouya pour identifier une coalition au sein du Parlement. Et c'est ce qui a été fait et bientôt nous serons au courant de du travail de l'informateur parce que ce travail a un caractère aussi un peu discret. Et donc nous serons au courant de tout ça au moment où le rapport sera déposé. Donc ici, moi j'aimerais que beaucoup plus qu'on aille dans le sens de discuter ou décrypter ce qui est officiel plutôt ce qui se raconte au couloir. Très bien. Le bruit de couloir, par moment, il faut faire une analyse de ces hautes voix pour dissiper toute malentendu. Bon, il ne faut pas permettre... C'était une façon de vous accueillir. Merci. Alors, je le rappelle aussi que nous aurons sur cette table blanche, autour de cette table blanche, José Kazadi, qui est analyste politique indépendant, Prince Katouba Londi Beya, qui est secrétaire exécutif de l'UDPS en charge de la justice et des droits humains, parti donc au pouvoir. On espère qu'ils vont nous rejoindre pour faire l'équilibre de ce débat. On attend la sortie du nouveau gouvernement, mais Félix Tshisekedi a prêté serment. Il y a eu des intentions. Quel bilan faites-vous aujourd'hui sur les plans socio-économiques du pays après les élections de décembre dernier? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Déjà, ici est de noter ici que c'est vrai, scientifiquement parlant, quand on regarde notre Constitution, notamment l'article 90 et suivant, on voit que c'est le Premier ministre qui est responsable, qui anime même la politique de la nation. Et sauf quelques cas exceptionnels, notamment le domaine de la sécurité, le domaine de la défense et le domaine des affaires étrangères, qui sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Ce qui fait, est-ce que généralement, quand on veut bien, notamment à votre question, répondre scientifiquement, en ces stades ici, quand on veut dire est-ce que le bilan du chef de l'État au regard de l'aspect économique et social, comment est son bilan? En tout cas ici, scientifiquement parlant, on va plutôt mettre le gouvernement
d'ailleurs qui anime, qui expédie les affaires courantes et qui a même défini cette politique en concertation avec le président de la République. C'est vrai, maintenant, politiquement, on essaie de ramener le président de la République parce que celui-ci, c'est lui qui préside les conseils de sécurité, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises pour que chaque département ministériel anime, il est au moins au courant de ce qui se passe. C'est vrai que chaque ministre est responsable de son département. Alors, la question beaucoup plus quand on veut maintenant entrer en profondeur pour se poser comment est le bilan socio-économique du président de la République. Déjà qu'au regard de... Parce que ici, en quelque sorte, nous sommes sur sur un pont qui nous sépare entre son premier quinquennat et bientôt le deuxième quinquennat, beaucoup plus qui sera factualisé par la présentation du programme gouvernemental par les premiers ministres qui sera nommé. Alors, à ce niveau, déjà ici, c'est-à-dire qu'ici, nous essayons de le ramener parce qu'il a été réélu. Nous essayons de nous ramener par rapport à son premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde son bilan économique et social, déjà sous quand on parlait du bilan économique et social, ça a un impact beaucoup plus par rapport au budget même de la République démocratique du Congo. Et nous avons vu, d'ailleurs, c'est quelque chose que nous, Nouvel-Élan, nous avons félicité, vous voyez, le président de la République par cette posture, notamment qui a fait ce que le budget puisse s'accroître, contrairement aux autres années, parce qu'avec Nouvel-Élan, alors que mon président Adolphe Mouzito fut Premier ministre, il avait laissé le budget pratiquement qu'il avait ramené de 8 millions à 4 milliards de dollars en ressources propres. Et c'était avec le régime de M. Tshisekedi, ou du président Tshisekedi, qu'on a mené le budget à 10 milliards en ressources propres et 16 milliards de manière pour le budget qui est présenté au niveau, qui a été présenté, défendu au niveau du Parlement. Mais maintenant, quand on regarde de la situation, est-ce que ce budget-là a essayé au moins de répondre aux besoins de la population pour notamment faire que la situation sociale et économique de la population puisse s'arranger. Moi, j'ai souligné au moins 3 faits, pratiquement, qui a fait est-ce que la situation socio-économique du peuple congolais ne soit pas beaucoup plus, n'a pas été beaucoup plus résolue. Pourquoi? Parce que nous avons eu la question des élections qui nous a coûté pratiquement 1,1 milliard de dollars. Vous voyez, nous avons eu, et nous sommes toujours là avec la situation sécuritaire à l'Est qui coûte énormément au budget de l'État congolais. Nous avons eu la question, notamment la question humanitaire aussi, qui coûte énormément au budget de l'État congolais. Nous avons eu, notamment, c'est la chose que nous ne cesserons jamais d'en parler, c'est aussi les institutions qui sont budgétivores, qui fait à ce que l'argent qui devait plus ou moins amener à ce que la population puisse être soulagée par rapport à la question sociale et économique, mais beaucoup plus, c'est pratiquement sur le 16 milliards, nous avons pratiquement plus de 60% qui est destiné juste aux 3 institutions principales, notamment les présidents de la République, le Parlement et le gouvernement. Vous voyez, et donc, déjà, avec ce que je venais de peindre, ça fait que la situation économique et sociale de la population n'est pas, en tout cas, comme elle devait être, par rapport au budget que nous a présenté le gouvernement. Mais il n'y a pas eu un impact considérable. L'impact n'a pas été considérable. Par contre, il y a eu une forme de décrescendo de la situation, de la situation économique, sociale de la population congolaise. Vous voyez, et donc ce qui a fait ce que, c'est vrai, au regard de faits exogènes aussi, quand on essaie de se poser des questions, on se rend compte que l'économie aussi de la République démocratique, qui demeure toujours extravertie malheureusement, et pourtant quand on regarde au projet ou au programme gouvernemental qu'a présenté M. Samalou Kondé, il s'était donné le cheval de bataille, notamment à ce qui concerne la question socio-économique, notamment de la diversification de l'économie. Malheureusement, aujourd'hui, l'économie de la RDC est essentiellement basée que sur l'exportation des minéraux. Et ce qui fait aussi que la situation n'est pas aussi fameuse que nous pouvons le penser.
Très bien. Je reviens à vous. J'ai donc le plaisir de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, je l'ai annoncé qu'il allait nous rejoindre pour faire l'équilibre de ce débat. Monsieur José Casadi, analyste politique. Jusque-là, vous n'avez pas de couleur, vous? Non, pas de couleur. Vous n'avez pas été... J'ai les couleurs de la République jusque-là. Bonsoir, bienvenue. Merci. Et je salue aussi mon co-débatteur de ce soir. Merci d'être là. On réfléchit sur cette interrogation. Les bilans socio-économiques de Félix Tshisekedi avant, bien évidemment, la sortie du nouveau gouvernement très attendu. Est-ce que vous avez un bilan à faire? C'est vrai que l'action gouvernementale, on a un gouvernement qui sera mis en place et le nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi sera jugé en fonction de ça. Mais est-ce qu'il y a un bilan à dresser jusqu'ici sur les plans socio-économiques de Félix Tshisekedi avant, bien évidemment, la sortie de ce gouvernement très attendu? Il y a déjà un précédent. Le précédent, c'est le premier quinquennat du chef de l'État qui, sur le plan économique, n'a pas répondu aux attentes de la population. Parce qu'il y a des indicateurs macroéconomiques qui démontrent à ce que si il y a eu vraiment réussite sur le bilan social ou pas. À ce jour, si nous regardons la donne économique et sociale de notre pays, nous nous rendons compte que le pays a fait encore 2, 3, pourquoi pas 10 pas en arrière par rapport à la situation économique que connaissait notre pays il y a 10 ans, il y a 5 ans. Et donc, c'est un grand défi pour ce nouveau quinquennat, pour le chef de l'État, ainsi que pour tous les animateurs des institutions qui seront choisis pour ce dernier quinquennat du président Félix. Alors, vous avez parlé il y a de précédents, oui, mais on vous parle de, lorsqu'on on va se référer à l'autre mandat passé, le gouvernement a beaucoup dépensé, notamment dans les renforcements de ceux qui mouillent, j'ai envie de dire, leur tennis à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de cas d'urgence comme ça, et donc la situation peut s'expliquer. Bon, là, c'est vous qui pensez que la situation peut s'expliquer, mais moi, je pense qu'à ce stade, on ne peut pas donner raison à l'État. Moi, je dirais par contre que l'État a failli avec un budget jusqu'à 10 milliards de dollars que nous n'avons pas connu. Le budget ayant doublé, nous devrions voir cela sur l'impact socio-économique. Bien qu'il y a eu plusieurs États, il y a eu plusieurs urgences, notamment la guerre à l'Est qui a demandé beaucoup d'efforts de l'Est, mais avec le budget que nous avions. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le montant global qui a été alloué pendant ces 5 ans à la défense de notre pays. Et si on n'arrivait pas à établir ces bilans sociaux comme ça dans tous les domaines, je pense que même cette fois-ci, on peut mettre sur place un budget de 100 milliards, mais si on ne sait pas faire une évaluation profonde, cela sera peine perdue. Et surtout que le budget en soi, elle est subjectif. Ce sont des chiffres, mais le budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Si on ne sait pas combien on a reçu en recettes et combien on a dépensé, on ne fait rien. On tourne en rond. J'aimerais ici voir la loi sur la réduction des comptes vraie pour voir réellement combien la République a dépensé dans tous les domaines socio-économiques pour dire réellement que l'effort de guerre nous a vraiment coûté pendant ces quinquennats. Et puis, s'il faut parler de l'effort de guerre, c'est seulement pendant ces 2 dernières années du mandat du président que nous avons eu des cas d'insécurité à l'Est. Au début de son mandat, c'est vrai, on va nous parler de la COVID-19, mais avant la COVID-19, déjà nous avons eu à doubler le budget. Presque même triplé, parce que le premier mandat le premier quinquennat du président, ou la première année, nous sommes allés déjà à un budget de 11 milliards avec le Premier ministre Ilunga Kamba. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait de ces budgets. Alors ici, on peut dire que c'est un vrai défi. Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce que c'est un problème d'utilisation, de partage? Nous nous rendrons compte de la réalité que c'est vrai, le budget a augmenté, mais pour nourrir les politiques. Quand je dis nourrir les politiques, ce n'est pas pour donner aux politiciens. C'est pour faire fonctionner l'État.
étatique, au niveau étatique, pas au niveau de la population. Très bien. C'est justement ça la question, Monsieur José Casali, une petite relance. Vous êtes indépendant, analyste politique indépendant, mais qu'est-ce qui devait être fait de manière factuelle qui n'a pas été fait dans ce quinquennat? Sur les plans sociaux et économiques, sur les plans évidemment. socio-économiques, je dirais, qu'est-ce qui a été fait par rapport aux assignations, par rapport aux promesses, si nous devons le dire ainsi, rien n'a été fait. La population est restée sous sa faim et la population attend encore. La population a eu espoir. C'est pourquoi la population a décidé de donner un second mandat au président. Et nous pensons que cette fois-ci, on doit beaucoup plus penser au peuple qu'à ceux qui gouvernent déjà. Ceux qui gouvernent, ils ont déjà le moyen de leur politique. Il faudrait penser maintenant à ceux qui ne regardent que vers l'État. Très bien. Je reviens à vous, Monsieur Jérémy. Alors, vous avez suivi dans la classe politique beaucoup de tractations avant même la sortie de... Vous êtes politique, bien averti, bien évidemment. Avant la sortie de ce nouveau gouvernement, beaucoup de tractations. La question, c'est avec qui? Avec qui répartir pour un nouveau chapitre? Merci beaucoup. La question, déjà, je crois que la Constitution, plus ou moins, a déjà tranché là-dessus en disant que dans la composition gouvernementale, il faut tenir compte de la représentativité, c'est-à-dire compte tenu de chaque coin de la République démocratique du Congo. Mais ici, beaucoup plus, je ne cesserai peut-être de les dire parce que le contexte des D6, des D8, des D11, des D18 n'est pas le même que le contexte d'aujourd'hui, de 2024. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vraiment on veut transcender tous ces défis, les défis sécuritaires, les défis de la pauvreté, les défis sociaux, les défis socio-économiques, et aujourd'hui, avec la République démocratique du Congo qui est devenue maintenant au centre de préoccupations de multinationales, parce que nous sommes dans cette transition écologique, l'abandon des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, ça fait qu'il faut effectivement de personnes qui sont dotées de cette expertise avérée, qui doivent au moins diriger le ministère, parce que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, Nouvel Élan, on a toujours fustigé ce bicéphalisme au niveau du pouvoir exécutif qui fait est-ce qu'on n'arrive pas, d'ailleurs la question que vous avez posée, on n'arrive pas à déterminer qui est effectivement responsable, et lorsque la situation socio-économique n'est pas comme on devait, elle devait être, vous voyez, et donc ça fait est-ce que toujours en nous rimant sur cette constitution, chaque ministre, vous voyez, est appelé, ou dans ces animateurs-là, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, c'est-à-dire au regard de son parcours ministériel, de son parcours administratif, par rapport à ce qu'il a eu à donner à la République démocratique du Congo. Vous voyez, ça va faire que ces critères peuvent nous faciliter, bien entendu, tout en tenant compte de la représentativité, mais ces critères vont faire à ce qu'on puisse répondre véritablement aux enjeux de l'heure. Vous parlez de gens qui ont des compétences, les gens qui ont géré. Des gens qui ont des compétences, qui ont géré la République démocratique du Congo et qui ont fait de preuves. Vous voyez, c'est-à-dire, on sait, comme dans le cas des contextes de mon président Adolphe Muzito, nous étions à 8 millions de budget, et le président Adolphe Muzito, alors qu'il était Premier ministre, avec son expertise, a mené au moins le budget de l'État à 4 milliards de dollars. Et hormis cela, la réduction de la dette publique, qui était de plus de 12 milliards, jusqu'à une réduction de 2 milliards. Vous voyez? Et donc, juste ça, on voit que quelqu'un a fait ses preuves. Et il y a possibilité de lui confier encore la tâche pour qu'encore qu'il puisse animer cette institution, pour permettre à ce qu'on puisse au moins arriver à endiguer les questions ou les défis qui nous guettent aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, c'est
au moins le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question aussi politique va être derrière pour essayer de tirer les décisions, pour le ramener toujours dans un angle politique. Mais il faut jamais oublier que nous sommes dans un contexte au moins plus ou moins atypique. Monsieur Josué, est-ce que vous épousez cet argumentaire? Avec qui repartir pour un nouveau chapitre? Recourir aux anciens, ceux qui ont géré, J'apprécie qui ont d'abord la son compétence? plaidoyer. J'apprécie son plaidoyer. Je pense qu'ici, il n'est pas question d'individu de qui. C'est un état d'esprit qui doit changer dans le chef de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui nous ont gouvernés. Déjà, si on pense que ne peuvent réussir que ceux qui ont été là. Ils ont été là, ils ont fait leurs preuves. On ne va pas les juger aujourd'hui, mais nous connaissons tous les résultats de ce qu'a été leur gouvernance. Chacun doit tirer ses responsabilités. Et je pense que le chef de l'État a la responsabilité du peuple. Et cette fois-ci, il doit marquer l'histoire. Il est en train de partir, il faudrait qu'il parte sans partir. Ou soit qu'il décide de partir pour toujours. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il doit marquer les mémoires de l'homme congolais qui, depuis l'indépendance, n'a pas joui de sa vraie valeur, n'a pas joui des bénédictions que Dieu lui a données. Et pour ça, ça a été la faute des hommes qui ont conduit à la destinée de ces pays. Moi, je pense qu'il nous faut des hommes nouveaux, des hommes qui ont un état d'esprit, des hommes avec des états d'esprit qui pensent congolais. Parce qu'ils ont géré. Parce qu'ils ont géré. Parce que ceux qui ont géré, ils ont déjà fait leurs preuves et ils nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Personne ne peut se dissocier de ceux que nous avons connus. Tous ceux qui sont passés par la case des gouvernances sont responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, il est de la responsabilité du président de la République de faire le choix de la rupture. Le choix de la rupture. Pourquoi pas le choisir lui? Il se sous-estime. Il peut faire mieux que ceux qui nous ont précédés. C'est ça que moi je reproche beaucoup plus à notre jeunesse et à l'homme congolais. Mais on parle, monsieur José, on parle de la compétence. On parle de gens qui ont une expertise. On se méfie un peu de la jeunesse. Parce que ceux qui ont l'expertise ont montré les limites de leur expertise. Pourquoi pas recourir à des expertises nouvelles? C'est un risque qu'il faut prendre. Prendre aussi ces vieux, c'est aussi un risque. Maintenant, il faudrait choisir entre les deux. C'est pourquoi moi j'ai dit que le président doit faire le choix de la rupture pour faire avancer ces pays. Sinon, nous allons retourner dans ce que nous avons déjà vécu et ça va retomber sur lui. Cette fois-ci, le peuple ne va pas l'excuser parce qu'il est partant. Il faudrait qu'après lui, qu'il soit rassuré que si je demande aujourd'hui au peuple congolais, au nom de ce que j'ai fait, de soutenir tel pour la continuité, il y aura la continuité. Parce que vous dites qu'il faut faire confiance à ceux qui ont déjà géré. Dans ce pays, nous avons eu un candidat de la continuité. Est-ce que la population l'a accepté? Avec tous les moyens qu'ils avaient, la population ne l'a pas accepté parce que la population a décidé de rompre avec le passé. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, qu'on nous ramène dans le passé. Ne soyons pas nostalgiques du passé. Prenons aussi le risque de l'avenir. Et c'est ça que le président doit faire à ces jours. Alors, toujours sur cette question, le choix des prochains membres qui doit amener ces nouveaux gouvernements, la politique tient tout. Est-ce que ce choix devrait être plutôt technique ou politique? Pour moi, c'est un choix technique. Malheureusement, ça serait un choix politique. Parce que les tractations ne sont pas techniques, ils sont politiques. On se partage la gouvernance du pays comme on se partage un gâteau. Alors qu'on devait se partager sur base des compétences. Qui peut nous apporter par son savoir ou quoi pour que nous puissions faire avancer tel secteur du pays? Mais ce n'est pas les débats actuels. Les débats actuels, c'est qu'est-ce que moi je représente comme étant politique comme poids politique. Oui, comme poids politique, pour que j'ai tel ministère. Justement, c'est ce que Kabou, un informateur, est en train de chercher. C'est pourquoi moi je ne l'appelle même pas informateur. Parce que ce qu'il fait en soi, ce n'est pas pour nous amener au bon résultat. C'est pour partager les pouvoirs entre différents individus. Mais enfin, ils sont en politique.
En politique, j'ai dit oui, en politique, les ambitions ne sont pas exclues en politique. Il est normal d'avoir des ambitions politiques. Mais à un certain moment, au nom de l'amour du pays, nous devons nous dire en face que les politiques ne nous ont pas avancé. Il faudrait qu'on recourt maintenant à la technicité. Et ce n'est pas la technicité qui nous manque dans ces pays. Très bien. Monsieur Jérémy, ce n'est pas la technicité qui nous manque dans ce pays. Alors, prochain membre du gouvernement, un choix politique ou un choix purement technique? Merci, Monsieur Diane. Quand on sait que la politique, on l'a relevé par Monsieur Josué, tient tout. D'ailleurs, je voulais revenir sur les propos de mon co-débatteur que j'aime bien, Josué. Peut-être que, je ne sais pas, il a en tête que la République démocratique du Congo s'attale, qui est de plus de 2 345 000 km, avec une population de plus de 100 millions d'habitants. Ça fait que la République démocratique du Congo est, eu égard aux enjeux, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est elle, en principe, qui doit jouer qui doit jouer cette manette, cette gâchette au centre de l'Afrique. Et ça fait que on ne doit pas, plus ou moins, excuser de dire que de penser que le jeune, on nous sous-estime, pas du tout. Mais on veut bien amener des hommes, parce qu'il s'agit de postes il ne faut pas mettre quelqu'un qui vient apprendre ou quelqu'un qui vient être au gré de certaines réalités pour se poser des questions. Ah, donc ça fonctionnait comme ça. Non, il faut quelqu'un, il faut des gens qui ont déjà fait des preuves et que pour notamment dont vous étiez en train de faire allusion, les jeunes qui sont là pour les soutenir, vous voyez. Mais donc, vous avez vu au Sénégal, il est jeune, le tout nouveau président. Non seulement au Sénégal. Le président Félix avait déjà été président dans quel pays avant de diriger le Congo? Et d'ailleurs, le président Kabila était président dans quel pays? On commence toujours par quelque part. Je ne veux pas vous rappeler les tâtonnements que nous avons eus au début de leur mandat. Vous voyez? Et pourtant, nous avons nos voisins, notamment le Rwanda, avec des ambitions expansionnistes, et qui nous observent chaque jour. La communauté internationale, les multinationales, nous observent chaque jour pour voir quels sont les types de personnes qu'on amène, que nous sommes en train de vouloir animer tel ou tel autre poste pour qu'eux soient en train de négocier avec eux. Pour votre gouvernement, déjà qu'en 2008, lors même de la négociation des contrats sino-congolais, si vous remarquez, la RDC avait cru sur la bonne foi de cette multinationale, notamment les entreprises chinoises qui devaient exploiter, notamment tout en ne tenant pas compte des enjeux qui étaient tout autour de l'exploitation de nos minéraux. Vous voyez, ça fait que ils nous ont dupés. Heureusement, aujourd'hui, le régime en place a eu à revenir, ce qui est de bon sens. Vous voyez, pour renégocier ces contrats afin qu'il y ait un contrat qui soit équilibré, win-win. Vous voyez, et donc aujourd'hui, c'est même ça, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et ça fait qu'il faut des personnes qui ont l'expertise. Et déjà, pour répondre à votre question, est-ce que le choix politique ou les choix techniques? Bien entendu, c'est le choix technique. Et le choix technique va faire ce que nous aurons des technocrates. Et il ne faut pas aussi s'élever. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Au sein, ces personnalités vont émaner de partis politiques ou regroupements politiques. Et ça fait que dans chaque parti ou regroupement politique, il y a ces technocrates dont je ne cesserai de parler de mon président Adolphe Mouzito, qui est véritablement un technocrate, qui a de l'expertise, qui a les savoir-faire, les savoir-devenir, les savoir-prévenir, vous voyez. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que mettre un accent sur le choix technique parce que, je ne cesse de le répéter, la République démocratique du Congo a besoin de se développer. Nous avons pratiquement plus de 2 545 000 km de routes nationales et sur les 2500, nous n'avons que 400 000 qui sont effectivement asphaltés. Déjà avec le contrat qui a été renégocié, avec les contrats sino-congolais, ça va faire que les 7 milliards
qui est au compte de la République démocratique du Congo, il faut quelqu'un qui maîtrise pour faire que la République démocratique du Congo soit plus ou moins reliée. Déjà que si 1 kilomètre de route fait 1 million, ça veut dire que nous aurons pratiquement 6 millions ou 7 millions de kilomètres de route. Donc ceci va être dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et ça, il faut une personne qui a de l'expertise et du savoir-faire et qui a déjà fait ses preuves. Alors, Monsieur José, c'est un temps de vous dire, il faut quitter la nostalgie. Non, pas du tout. Je ne suis pas nostalgique, je suis réel. Oui. Alors, Monsieur José, quelle chance vous donnez aux consultations entamées par l'informateur Kabouya dans la constitution même du nouveau gouvernement? Est-ce qu'il sera à la hauteur des attentes, finalement? Bon, moi, pratiquement, je n'attends rien parce qu'il ne s'agit même pas de consultation, ce sont des arrangements entre politiques. Et donc, moi, en tant qu'observateur avéré, je dis qu'il n'en sortira pas quelque chose de bien. Ça sera à l'avantage des politiques parce que là, ils se partagent des quotas politiques. Tel aura autant de ministères, tel aura autant de ministères, mais qu'est-ce que le peuple aura dans tout ça? On devrait penser d'abord au peuple. Là, j'entends même qu'on négocie sur la taille du gouvernement. Ça, c'est aberrant. Nous devons d'ailleurs restreindre certains postes gouvernementaux pour ne plus dilapider l'argent de l'État. Je crois que c'était même le souhait de chef de l'État. Il a émis le vœu de réduire. Oui, c'est un vœu. Mais est-ce que ceux qui l'ont accompagné pensent de la même manière que lui? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Parce qu'il faudrait satisfaire aujourd'hui tous ceux qui l'ont accompagné. Et qui dit satisfaire l'homme politique congolais, pour les satisfaire, il doit être ministre, il doit être chef d'entreprise, alors qu'ils n'ont même pas l'expertise. Parce que là, nous parlons seulement du gouvernement. Et que dire de ceux qui animent au quotidien les entreprises du portefeuille? Sont-ils des technocrates ou des politiques? Et quel est l'état de lieu de nos entreprises aujourd'hui, après la gestion des politiques pendant plus de 30 ans? L'état est calamiteux, on devrait se poser toutes ces questions. Mais je me rends compte que l'homme politique congolais ne cherche qu'à voir ce que lui gagne, plutôt que de voir ce que ceux qui ont été derrière lui, qui l'ont porté à ce niveau, vont gagner après. Très bien. Même question à vous avant de penser à la science carton. Quelle chance finalement donneriez-vous à Kabouya qui, on va dire, peine un peu dans ces consultations? Déjà qu'il s'agit de la culture politique ou des pratiques politiques, contrairement à mon co-débatteur, je comprends qu'il réfléchit en tant que scientifique, plutôt de réfléchir en tant que politique. Déjà que depuis aucun parti, du moment où on n'arrive pas à totaliser le 250 plus 1, 251 députés pour atteindre la majorité, c'est nécessaire toujours de passer par coalition. Nommer un informateur pour identifier une coalition. C'est ce qui a été fait en 2006, en 2018, en 2011, en 2018 et qui est fait aujourd'hui. Et donc la chance, c'est que le temps, beaucoup plus, c'est que M. Augustin Kabouya doit tenir compte. Et effectivement, je le vois déjà, il travaille d'arrache-pied pour présenter vite le résultat de cette identification de la coalition. Et donc, nous donner beaucoup de chance et c'est sûrement, nous aurons un gouvernement qui va répondre aux attentes de la population congolaise et selon les défis de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. On va passer à la séance de carton. Alors, Monsieur José, je commence avec vous. Analyste politique indépendant, vous prenez quel carton et pour qui? Un carton jaune au président de la République et qui aujourd'hui garant de la sécurité du pays et en fait les promesses de sécuriser ces pays ne doit plus tomber dans les erreurs ici. L'ennemi étant identifié, il n'est plus question de négocier avec lui. Il faudrait qu'il sente et qu'il a provoqué un peuple et qu'il a derrière lui un peuple qui est capable
de se défendre. Donc nous, étant peuple congolais, nous ne sommes plus partants du dialogue. Quelles que soient les personnes avec qui il faudrait dialoguer, nous ne sommes plus partants. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et que l'on respecte les géants congolais. Merci. Carton jaune pour Monsieur Josué. Monsieur Jérémy. Je prends aussi les cartons jaunes. C'est un avertissement, bien entendu, qui j'adresse également toujours Félix Tshisekedi au président de la République, pas à Félix Tshisekedi. Faisons la part des choses. J'adresse ces cartons C'est lui le au président de la République. C'est lui le président. Je parle de l'institution. Au président de la République et aussi parce que le domaine de la sécurité, de la défense et des affaires étrangères font partie du domaine des collaborations avec les gouvernements qui expédient les affaires courantes. Dans ce dialogue, d'être prudent, de ne pas se laisser berner par les dilatoires du Rwanda qui a des ambitions expansionnistes, d'être lucide dans ces dialogues ou ces concertations et qui n'oublie pas le gouvernement, le président de la République, que la population de l'Est a besoin de la paix, rien que la paix. Merci beaucoup. Je rappelle que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je retourne demain à la même heure. On va dire merci à M. Josué Kazali d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques indépendants. M. Jérémy Bonza, communicateur du Nouvel Élan, merci d'être passé. Merci beaucoup. Ici, c'est fini pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous allez retrouver la grande édition du journal. Restez fidèles à nos programmes. À très vite.